Merci beaucoup. Donc là, vous attendez tous impatiemment après la session sur les grands essais multicentriques. Donc moi, je fais un peu comme au cinéma. Là, je vous fais avant un peu les bandes annonces. Donc là, c'est une présentation. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de données dans ce domaine, mais je vais vous parler d'un raisonnement un petit peu qu'on a eu autour d'un projet pédagogique qui se veut un peu innovant, mais qui essaie de répondre à une question qui est comment rendre un maximum possible les gens opérants dans le domaine de la ventilation artificielle, avec des attentes qui ont changé chez les apprenants et puis de nouveaux moyens mis à disposition des enseignants et essayer de voir comment faire matcher tout ça. Bon, voici mes liens d'intérêt qui n'ont pas de rapport avec la présentation. Alors tout d'abord, je dis les apprenants ont un petit peu évolué et effectivement, quand on raisonne sur un petit peu sur une approche pédagogique, quand on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut savoir à qui on s'adresse. Et il y a une littérature extrêmement riche, mais c'est assez impressionnant dans le domaine pédagogique, sur les millennials, qui remplissent là pour 3/4 l'amphi, c'est-à-dire la génération des personnes qui ont grandi avec Internet, qui ont grandi avec l'outil numérique, et qui ont une approche très différente des générations précédentes concernant les demandes en enseignement et leur rapport à l'apprentissage. Alors ils sont toujours décrits généralement comme assez, à la fois assez autonomes, à la fois assez confiants, optimistes. Ils sont très intelligents, ils savent ce qu'ils veulent et ils décident des moyens pour atteindre leur but. Et ils se servent un petit peu pour pouvoir atteindre leur but. Ils ont aussi une grande capacité à utiliser beaucoup tous les réseaux sociaux. Du coup, ils développent assez facilement des communautés d'intérêt, du travail collaboratif. Ils sont toujours décrits comme multitâches, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer un tweet, un texto, tout en regardant, apprenant quelque chose sur Internet. Et ils sont quand même, ils sont généralement quand même décrits comme intéressés par l'apprentissage, mais avec une certaine exigence. Il faut que ça puisse être relativement flexible, qu'il puisse y avoir, ça puisse être relativement rapide, rythmé, avec un retour immédiat et matché avec un petit peu leur emploi du temps. Mais c'est vraiment à prendre en compte, je pense, ce renouveau dans les attentes des gens, dans l'offre pédagogique. Clairement, ça ne correspond plus du tout au cours magistral, par exemple, ou à une présentation telle que je suis en train de vous faire à la limite. Après, quand on raisonne en pédagogie, bon, ça c'est le modèle d'évaluation des formations très utilisé, le modèle de Kirkpatrick, où on se dit finalement quand on apprend quelque chose à quelqu'un, c'est pour le rendre opérant. Et quand on voit en médecine, donc ce sont des stats, ce serait comme d'un critère de jugement de l'enseignement du plus faible au plus fort. Donc le plus faible, c'est la réaction des apprenants. Est-ce qu'ils sont contents de la manière dont on leur apprend les choses avec une nouvelle modalité d'apprentissage? Après, est-ce qu'ils ont acquis des connaissances et des compétences supplémentaires? Est-ce que ça entraîne une modification comportementale? Est-ce qu'ils se servent de ces acquisitions de connaissances au quotidien? En médecine, ça peut être au lit du malade. Et alors le Graal, c'est s'il y a un bénéfice pour le patient, s'il y a un résultat derrière. Mais déjà, quand on réussit à rendre les gens opérants dans un domaine, c'est vraiment l'objectif sur le plan pédagogique. Alors il y a quelque chose qui a été d'évolution vraiment exponentielle, on va le voir ces dernières années, dans la formation médicale, qui est la simulation. Alors la simulation, ça peut être plein de choses. Je ne vais pas détailler la simulation parce que mon topo ne concerne pas vraiment que la simulation, mais ça c'est un petit peu les différentes simulations telles que le décrit la HAS. Et en simulation, il a été montré, là sur le modèle de Kirkpatrick, des quantités d'études exponentielles. Là, quand on regarde Simulation Training sur PubMed, c'est quasiment 20 000 articles avec ces dernières années, énormément de publications, c'est même difficile de s'y retrouver, mais avec certaines publications assez intéressantes qui montrent qu'effectivement les apprenants peuvent acquérir plus rapidement certaines compétences à la fois techniques et non techniques, et puis dans certains programmes bien conduits, ça peut avoir un impact sur le patient qui est quand même le Graal en pédagogie. Et quand c'est bien fait, et puis dans certains, ça ne s'applique pas à tout non plus la simulation, mais dans certains champs, ça permet effectivement d'acquérir à la fois des compétences techniques qui sont parfois importantes en réanimation, et aussi nos techniques. Par exemple, il y a un article récent paru dans Intensive Care de Vignon qui a montré qu'un programme associant au programme standard d'enseignement la simulation pour enseigner l'échocardiographie par voie transœsophagienne en réanimation accélérait la courbe d'apprentissage du groupe expérimental. Le gros problème en simulation, et c'est vraiment un des principaux obstacles au développement de l'outil simulation, c'est la consommation en temps enseignant. C'est-à-dire qu'il faut un enseignant pour une petite poignée d'étudiants pendant plus d'une heure
pour pouvoir acquérir les compétences, et donc c'est difficile dans la réalisation. Néanmoins, ça permet quand même d'acquérir des compétences techniques que sinon on n'acquiert que sur le malade. Et ça, c'est pour certains gestes, par exemple, agressifs, très performants. En ventilation, en termes de compétences techniques, bon voilà, quand on a réussi la synchronisation pouce-index pour gérer les différents boutons là, des différentes marques de ventilateurs, on a à peu près acquis le 95% des compétences techniques qu'on attend de nous. Donc finalement, ce dont on discute là, à la Java, c'est essentiellement, bon alors après je passe, je ne parle pas de l'intubation, les interfaces, etc. Mais en termes de compétences techniques, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout comprendre les courbes du respirateur, savoir reconnaître des situations particulières, savoir y répondre. Et pour ça, c'est beaucoup des compétences non techniques. Et ce qu'on attendrait d'un outil simulation, c'est surtout qu'il simule très bien un malade, ou alors des interactions patient-ventilateur. Alors ça existe. Il y a un simulateur dont ceux qui ont eu le parcours là, intégrant l'atelier de simulation l'ont vu, dont on dispose ici. Il y a pas mal d'équipes qui l'ont, qui permet de resimuler vraiment des patients réels et des interactions parfois complexes. On peut même enregistrer les patients, enregistrer leur signal de pression œsophagienne, l'intégrer dans le simulateur pour resimuler des situations vraiment réelles. Mais on est toujours face aux mêmes limites de la simulation qui est, voilà, il y a un enseignant plus ou moins expert qui délivre un enseignement à une petite poignée d'apprenants, mais qui ne sont pas très diffusés. Et finalement, on n'a même plus vraiment besoin d'avoir un simulateur physique. Il y a quelqu'un qui s'appelle Adrien Rosé à Bordeaux qui a développé, en partenariat avec un ingénieur, un simulateur virtuel qui reproduit, alors on peut régler les boutons du simulateur virtuel, les interactions patient-ventilateur de manière relativement fidèle. Il a fait plusieurs études de validation où il montre que son simulateur reproduit la mécanique respiratoire, les mesures de mécanique respiratoire observées dans des grands essais cliniques. Il règle le ventilateur de la même manière. Et il a fait une petite étude pédagogique présentée sous forme d'abstract qui montre que en rajoutant ce type d'enseignement, eh bien, de la même manière qu'on le voyait avec l'échocardiographie, il y a, alors là, c'est pas sur les courbes d'apprentissage, mais il y a un gain plus important en acquisition de compétences et surtout une rétention de ces compétences qu'il n'y avait pas dans l'enseignement classique. Néanmoins, on reste toujours sur un modèle d'un outil qui peut être potentiellement très performant parce que avec ce type de simulateur, comme avec le simulateur physique, on peut simuler des erreurs, des choses qu'il ne faut pas faire sur les malades, expliquer de manière beaucoup plus claire pourquoi il ne faut pas le faire, parce qu'on voit bien sur les courbes pourquoi il ne faut pas le faire, ce qu'on ne ferait pas au lit du malade. Mais ça reste quand même de la simulation présentielle. Ce simulateur se présente sous forme d'une tablette. Donc vous voyez, ça se fait en amphi. Éventuellement, il y a un peu plus d'apprenants, mais ça limite à ce moment l'interactivité. J'ai participé avec Adrien Rosé il n'y a pas très longtemps à Porto, à une séance comme ça d'enseignement. Et vous voyez, là, il y avait un millennials. Il était sur son téléphone portable. Peut-être que ce qu'il souhaite, c'est autre chose. Alors, si on dit qu'il y a de la simulation virtuelle comme ça, alors il y a des simulateurs virtuels qui peuvent être disponibles sur Internet. Alors ça existe, il y a des industriels, mais c'est un peu pour faire leur pub aussi. Je vous ai mis les adresses, si ça vous intéresse, allez voir. Et vous pouvez jouer avec des simulateurs virtuels, mais alors il n'y a pas de documents pédagogiques adossés à ça. Et puis certains ont des petits défauts, on s'en rend assez vite compte, répondent pas tout à fait de la manière dont il faudrait. Il y en a un autre qui semble être le meilleur. Alors il y a très très peu de données dans la littérature sur tout ça. Il y a une petite étude qui a comparé ces simulateurs virtuels qui dit que celui qui est un peu le plus facile à utiliser, c'est celui-là, que je ne connaissais pas, le Xlung. Mais bon, celui-là, il est payant. Alors c'est 15 € par mois pour pouvoir avoir ça, plus quelques petites vidéos didactiques. Mais ça ne remplace pas vraiment un enseignement réel tel que quelqu'un peut le faire en présentiel avec un parcours pédagogique. Alors si on va dans l'outil numérique, puisqu'on est maintenant sur Internet, il y a pour le coup des parcours un peu plus pédagogiques, mais alors pour l'instant c'est pas très très développé dans le domaine de la ventilation. Il y a des chaînes YouTube, là je vous ai mis une photo de la chaîne YouTube de John B. West, alors bon, c'est un bonheur de le voir faire, mais c'est un peu soirée télé là, parce que vous voyez, on commence une vidéo, on en a pour 1 heure, et puis c'est John B. West, le papillon avec son petit truc derrière. Après, voilà, je vous invite à les regarder quand même pour ceux qui sont intéressés par la physiologie respiratoire, parce que c'est super, mais c'est pas vraiment le modèle actuel qui va répondre aux attentes des apprenants actuels, des millennials, sur l'enseignement de la ventilation artificielle. Alors, il y a des modèles un petit peu plus récents d'enseignement numérique qui sont les MOOC. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler d'un MOOC. Je vais redétailler un petit peu parce que souvent, pas trop encore pour la plupart des gens, en tout cas dans le domaine médical.
Un MOOC, c'est tout un environnement pédagogique qui intègre différentes choses, qui intègre des ressources pédagogiques sous forme de petites vidéos séquentielles avec un ordre prédéterminé. On suit un parcours pédagogique qui intègre des ressources complémentaires, par exemple des listes de bibliographie, des sites à aller voir et autres, des activités à faire, des devoirs en quelque sorte, et puis des exercices d'évaluation, et surtout, ça a une fenêtre temporelle d'ouverture, un MOOC, et pendant cette fenêtre temporelle d'ouverture, il y a des outils d'interaction entre les apprenants entre eux et avec, par exemple, des forums de discussion, un wiki qui est créé, les gens se répondent entre eux, et ça a un vrai aspect interactif. Un MOOC entraîne une charge de travail raisonnable, 2 à 4 heures grand maximum par semaine, sur 4 à 6 semaines. Donc le but, c'est que les gens puissent suivre un MOOC, en plus de leurs activités privées ou professionnelles habituelles. Alors, où est-ce qu'on trouve des MOOC? Sur ce qu'on appelle des plateformes d'échange, alors ça ne veut pas dire grand-chose, sur des sites internet où on s'inscrit, et puis les universités déposent des MOOC. Ça, c'est le site français le plus représenté, où les universités déposent leurs MOOC, qui s'appelle FunMOOC. Je vous remettrai l'adresse à la fin. Il y a des sites anglophones, ça ce sont les sites américains, Coursera, EDX. Ils ont le gros avantage d'avoir des applications et ils sont disponibles sur les portables. Malheureusement, pas FunMOOC. Alors c'est dommage parce que sinon on peut se regarder une petite vidéo dans le métro, et ça vraiment lui il aurait aimé. Et vraiment, je trouve que c'est... Non mais blague mise à part, je trouve que c'est très adapté, typiquement au schéma du MOOC. Mais pour que vous compreniez bien comment ça se passe, chaque semaine sont ouverts une série de vidéos qu'on doit suivre. Et donc on a une vidéo 1, 2, 3, 4, et à la fin, une fois qu'on a vu toutes nos vidéos, alors souvent on nous donne aussi des ressources additionnelles pour ceux qui sont plus curieux, qui veulent pousser un petit peu plus loin. On a des modalités d'évaluation et surtout des activités à faire ou des exercices. Et puis parfois, il y a des petits quiz qui se rajoutent. Et en plus, il y a tout l'aspect interactif, c'est-à-dire forum de discussion, souvent un wiki qui est créé, et puis souvent des événements dans le MOOC, genre tel jour à telle heure, il y a tel expert qui se connecte, tout le monde se connecte ensemble sous forme de webinar, il y a des séances de questions-réponses sur une thématique du MOOC. Et c'est ça, comme ça, pendant 4 à 6 semaines. Chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos et on suit un parcours pédagogique comme ça, avec de l'interactivité, des gens qui peuvent répondre à nos questions. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que le MOOC est fini? Une fois que le MOOC est fini, l'aspect interactif disparaît, mais on a toujours accès aux vidéos de cours. Et ça, c'est génial, parce que quand on oublie un peu, qu'on veut retourner, on retourne sur le site du MOOC, on se relogue avec son login, son mot de passe, et on peut revoir à l'envie toutes les vidéos du MOOC. Et ça fait vraiment une ressource pédagogique disponible très importante. Là, je vous montre un exemple de copie d'écran d'un MOOC. Donc, vous voyez, il y a tout un petit parcours pédagogique à suivre, chapitre 1, 2. Et là, on regarde, c'est un MOOC sur un outil statistique, une vidéo. Après, on aura un petit exercice à faire. Il y a un autre MOOC où là, on est en train de faire un petit exercice. C'est un MOOC de programmation. On apprend à programmer. Et donc, ils ont intégré un petit truc où on peut faire un petit programme et puis on teste notre petit programme. Donc sur France Université Numérique MOOC, il y a énormément de MOOC qui sont déposés par des universités et vous pouvez vraiment en trouver dans tous les domaines. Que ce soit dans des domaines parfois justement très orientés sur des apprenants spécifiques, et donc les universités ou les grandes écoles veulent cibler leurs propres apprenants. Donc là vous avez un MOOC sur la mécanique des solides déformables. Donc les prérequis, connaissances en mathématiques, algèbre linéaire et analyse vectorielle, équations différentielles de second ordre, connaissances en mécanique des solides indéformables et éventuellement connaissance sur la théorie des poutres déformables. Ça, c'était pour Arnaud Thiel, je savais que ça le ferait marrer. Et puis, il y a des MOOC comme ça, ouverts à tout le monde. C'est-à-dire, réaliser des vidéos pro avec son smartphone. Bon, ok. Alors, je sais plus quelle école d'ingénieur qui a mis ça, pour qui tous les possesseurs de smartphones curieux. Bon, il y a plein de MOOC très sérieux, et il y a des MOOC qui sont plein de MOOC tout public. Donc je vous invite à les regarder, et puis des MOOC beaucoup plus ciblés. Ce qui est très intéressant dans les MOOC, c'est que c'est gratuit, c'est ouvert à tous. MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course. Donc c'est cours gratuits, massifs, ouverts à tous. Et donc un MOOC en français, c'est ouvert à tout le monde francophone qui peut se connecter à l'envie pour suivre le MOOC. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de réaliser un MOOC et d'utiliser pour générer des ressources pédagogiques, les petites vidéos didactiques, les activités à faire, des modalités d'évaluation, l'outil simulation, puisque en ventilation, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques. On a juste à tourner un bouton pour pouvoir générer des vidéos didactiques pour reproduire un enseignement comme au lit du malade,
mais pour le coup pas à une poignée d'apprenants, mais au plus grand nombre, à tout le monde. Avec pour finalité, alors c'est peut-être un peu ambitieux, d'essayer de transmettre un savoir opérationnel, mais au plus grand nombre. Alors on a même appelé ça de manière un peu pompeuse, c'est un concept de MOOS pour Massive Open Online Simulation. Bon, j'avoue que c'est un peu pompeux. Donc on a quand même fait des petites vidéos studio, je me mets un peu en scène. Donc il y aura des vidéos un peu classiques type e-learning. Donc voilà, elle commence à être implémentée dans la plateforme. Il n'est pas encore ouvert le MOOC. Hein. Bon, il n'y a pas que moi, hein, il y a salut Jean-Christophe aussi qui fait des vidéos. Et puis il y a surtout des vidéos de simulation. Et ça c'est un petit peu tout l'intérêt de ce projet, où il y a des vidéos de simulation et vous voyez avec une prise de vue un peu particulière qui s'appelle OmniLive, où c'est une prise de vue 4 caméras. Et en cours de visionnage, on peut grossir une prise de vue et changer d'angle de vue à l'envie. C'est-à-dire ça peut être très intéressant, par exemple, quand on voit des interfaces non invasives, où on voit l'enseignant, on voit ce qu'il nous explique, on regarde l'écran du respirateur, après on va aller voir ce qu'il est en train de bidouiller sur le masque, qu'est-ce qui se passe pendant que le masque est déconnecté sur l'écran du respirateur, etc. Et donc, typiquement, une des semaines du MOOC, ça va être ventilation ST contrôlée, les principes, voilà, un petit cours, une petite vidéo d'un peu moins de 10 minutes sur on explique comment ça marche. Après, on le met en pratique au lit du simulateur, on a des petits quiz à chaque fois. On voit ce qui se passe avec l'équation de mouvement. On a la mesure de la mécanique respiratoire, comment on fait en pratique, de manière pratico-pratique, au lit du simulateur. Et à la fin, on a des quiz et puis des petits jeux sérieux. Alors, les jeux sérieux, ça utilise des vidéos de simulation, ça met face à une situation, ça propose plusieurs possibilités, il faut faire des choix, et on avance comme ça, par choix, et on a pré-simulé tous les choix, vous allez comprendre. Et enfin, dans le MOOC, il y aura aussi des webinars organisés avec, j'espère qu'ils répondront présents, des stars de la ventilation, dont la plupart sont là aujourd'hui, sur des thématiques qui tomberont au bon moment dans le MOOC. Donc les jeux sérieux, par exemple, on a une petite vignette clinique, on doit ici reconnaître une asynchronie, on nous fait des propositions. Alors il ne faut pas de cul-de-sac, hein, il faut que les gens puissent aller jusqu'au bout. Donc quand ils font une mauvaise proposition, ils sont redirigés en disant bah faut reconsidérer le choix. Chaque proposition conduit à une nouvelle vidéo hein, où on explique pourquoi c'est pas la bonne proposition et qu'il faut reconsidérer le choix. Ensuite, il y a des propositions de réglage. Toutes les propositions de réglage, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont simulées, et de la même manière jusqu'à ce que l'apprenant comprenne le choix qui doit être fait et pourquoi il doit être fait. Donc il y aura une organisation modulaire avec une progression dans le MOOC. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites et donc je n'ai pas fait ça tout seul du tout. J'ai été on a fait ça de manière un peu collégiale avec François Belloncle d'Angers et l'ISPIKIU de Lausanne pour tout le caractère scientifique du MOOC et le programme. Et il y a beaucoup d'intervenants qui sont intervenus dans le MOOC. Là, on est en train de filmer les dernières vidéos. Et vous voyez, vous allez avoir de la chance. Hein. C'est François Lelouch qui parle d'humidification, Alexandre Demoule qui parle de VNI, Jean-Pierre Fratte qui parle d'OHD, Mathieu Schmitt de ventilation sous ECMO, Arnaud Thiel qui est en train de faire un jeu sérieux sur les efforts inefficaces, Stéphane Hermann sur l'humidification, Jean-Christophe Richard qui nous parle d'APRV, donc il va nous parler tout à l'heure, Armand Méconte de Plate de la CIPAP, vous avez André de Jong qui parle de la préoxygénation, enfin, etc., etc. Il y a plus d'une centaine de vidéos qui ont été tournées, très segmentées, moins de 10 minutes. Donc voilà, beaucoup d'enseignants, plus les experts internationaux qui, j'espère, répondront présents à nos sollicitations. Et puis, il va falloir évaluer tout ça, et j'espère que je reviendrai à la Java d'une prochaine Java, je pourrai vous en parler. On va, vous voyez, là, pour le coup, en termes de scientifique, il y a très très peu de choses sur les MOOC. C'est balbutiant dans le domaine médical. Il y a une centaine de publications, vraiment de ces dernières années, et il y a un petit peu tout à faire pour voir si ce concept est vraiment opérant, si vraiment ça permet de rendre les apprenants opérationnels, ça va vous servir, ça va servir à quelqu'un. Et on a déjà prévu de collaborer ensemble avec, par exemple, une évaluation dans le cadre du DU de ventilation. On travaille aussi avec d'autres services pour l'évaluer en plus de leur enseignement habituel. Voilà, donc je vous l'avais dit, c'est un peu une bande-annonce. Le MOOC n'est pas encore sorti. Il va sortir courant du premier trimestre 2019 et il sortira dans un premier temps sur cette plateforme. Donc vous pouvez d'emblée, on communiquera pas mal quand il sortira, mais notez l'adresse et puis vous pouvez déjà aller vous balader pour voir à quoi ça ressemble les MOOC. C'est très très sympa de suivre un MOOC. Je vous remercie.